Ok, bonsoir les amis. Bon, j'ai bloqué vos micros, mais j'espère que vous m'attendez très bien. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du deuxième chapitre qui est intitulé où nous allons voir les attaques. Je vais expliquer comment sont les attaques et puis quels sont les mécanismes utilisés pour appliquer ces attaques. Et puis, on va voir les sortes des attaques et puis on verra aussi les concepts et puis les techniques dans ce domaine de la cybersécurité. Alors, c'est ça notre chapitre, c'est que nous allons voir ici. Alors, quels sont les objectifs qu'on doit atteindre par rapport à ces chapitres? Nous avons des objectifs, pardon. Le premier objectif, on va analyser un peu une cyberattaque. Je vous avais dit quand on parle des cyber, c'est comme un espace numérique. Alors, nous allons maintenant analyser les attaques appliquées dans ces domaines-là, environnement dans cet espace numérique. Je vais vous expliquer les caractéristiques et puis le déroulement de ces cyberattaques. Tout ça, on va voir ça. Et puis le deuxième point, je vais vous parler de la problématique au niveau de la cybersécurité. Parce que c'est dû au problème que la cybersécurité a causé. C'est à cause de ça que nous subissons des attaques, que nous sommes vulnérables aux hackers, aux acteurs de menaces. Alors, commençons maintenant le cours. Analysons une cyberattaque. Ici, nous allons parler de détecter les vulnérabilités de sécurité. D'abord, je vais expliquer le mot. Quand nous parlons de la vulnérabilité, ça veut dire quoi? En réalité, la vulnérabilité, c'est juste un degré de faiblesse appartenant à un système informatique. Donc, ça peut appartenir à votre logiciel, à votre application ou à un réseau. C'est ça ce qu'on appelle la vulnérabilité. Donc, c'est les degrés de votre faiblesse dans les degrés de votre système d'exploitation, dans les degrés de la faiblesse de votre système d'exploitation, ou soit les degrés de faiblesse de votre réseau, de votre appareil. C'est ça qu'on appelle, qu'on parle de la vulnérabilité. Alors, on va maintenant détecter ces degrés-là, les degrés de faiblesse qui est au niveau de la sécurité. Alors, il y a maintenant un programme qui a été conçu. Bon, ça dépend, il y a plusieurs sortes de programmes, on peut voir, mais je parle du rôle que jouent ces programmes-là. Il y a un programme informatique qui est là, il est lancé par les hackers de menaces. Le but, c'est pour faire quoi? C'est pour détecter la vulnérabilité dans un système de réseau. Alors, ces programmes-là, dans le domaine informatique, nous les appelons comme un exploit. C'est baptisé par un nom exploit. On dit un exploit est le terme employé pour désigner un programme créé pour exploiter une vulnérabilité connue. Dans les hackers, ils ont conçu un programme, mais le programme, c'est pour quel but? C'est pour exploiter les niveaux de votre faiblesse, les niveaux de la faiblesse de votre réseau, de votre appareil, de votre système d'exploitation, de votre compte. Ça dépend par rapport au niveau que le concepteur l'a fait. Alors, une attaque consiste à utiliser maintenant cet exploit contre une vulnérabilité. Maintenant, lorsque j'ai créé cet exploit qui a trouvé la vulnérabilité, la faiblesse de votre système, alors je peux utiliser maintenant ces programmes qu'on appelle exploits pour contrer, donc pour attaquer maintenant votre vulnérabilité. Donc, j'ai trouvé là votre faiblesse. Alors, je vais me servir de ces programmes que j'ai conçus pour passer à votre faiblesse afin que j'attaque votre système. Alors, les vulnérabilités a des parties. Comme les systèmes informatiques, nous disons que les systèmes d'informatique a des parties. Il y a la partie soft et puis la partie hardware. La partie soft, c'est la partie logicielle intelligence d'un système. C'est comme les applications, le programme, les mises à jour, c'est la partie soft. Mais la partie hard, ce sont les composants électroniques. Parce que ce système-là est utilisé par des composants électroniques. Or, le composant électronique, dans les composants hardware, dans les matériels, tout ce qui est le composant électronique ou les soft se situe là-bas. Alors, la vulnérabilité peut être aussi dans les deux côtés. Ça peut être au niveau des systèmes d'exploitation, donc au niveau des softwares qu'on appelle logiciels, intelligence. Ça peut aussi être au niveau des matériels qui est la partie hardware. Alors, parlons du côté software, côté logiciel. On dit, on peut avoir des erreurs dans un système d'exploitation ou dans un code d'application. Le système d'exploitation, c'est l'application de base. Vous voyez, quand vous avez votre ordinateur ou bien votre téléphone, il y a une application de base, un système qui doit être installé, qui doit gérer la partie hardware et puis qui doit accepter les applications. Alors, cette application, nous les appelons, ces programmes, pardon, pas application, ces programmes, nous l'appelons, c'est un programme de base, un système d'exploitation.
Je peux donner comme l'exemple, nous avons Windows, nous avons les Mac, nous avons Linux, nous avons Android pour ceux qui utilisent des téléphones, les systèmes d'exploitation aussi au téléphone, nous avons Android. Donc Android, c'est un système d'exploitation, un programme de base qui gère ton parti hardware et qui accepte aussi les applications qui viennent se loger, donc qui viennent, donc il fait l'interaction entre les applications et la partie hardware. Maintenant, on peut avoir aussi des erreurs au niveau de ces systèmes, de cette intelligence système d'exploitation. Les systèmes peut-être ne peuvent pas être à jour. C'est aussi un problème qui peut c'est aussi une vulnérabilité qui peut vous rendre, donc quelque chose qui peut vous rendre vulnérable à un réseau. Ou bien au niveau du code. Parce que tous ces programmes-là, ce sont des codes en réalité. C'est une combinaison de codes qui a été conçue pour un système. Alors, dans la fabrication, pendant qu'on codait ces systèmes-là, pendant qu'on codait l'application, bien les systèmes d'exploitation, peut-être les concepteurs avaient mal fait quelque part, ils avaient mal calculé ces codes. Alors, suite à ces faiblesses-là, suite à ces degrés de faiblesse, vous serez vulnérable par rapport à un assaillant. Alors, on donne un exemple des Sinful Knock. C'était une vulnérabilité qui a été conçue, bon, pas conçue, mais qui a été détectée dans le système d'exploitation de Cisco. Parce que Cisco, c'est une entreprise américaine qui fabrique les appareils réseau, tels que le routeur, parce que les appareils réseau, le routeur, le commutateur, le parfait. Alors, quand ils vendent ce système, à un certain moment, il faut mettre à jour le système d'exploitation. Donc, il faut mettre à jour les équipements que je vous ai vendus. Il faut le mettre à jour pour qu'ils aient les derniers correctifs. Alors, pendant qu'ils mettaient à jour, pendant que Cisco avait lancé une mise à jour, cette mise à jour-là n'a pas été bien faite. Alors, les hackers, comme ce sont des voleurs qui veillent en tout moment, ils ont découvert ces problèmes-là. Alors, ils ont lancé les attaques par rapport à la faiblesse qu'ils ont trouvée dans la mise à jour de Cisco. Alors, on dit que ce système a permis aux hackers de prendre le contrôle des routeurs. Or, les routeurs, ce sont vraiment des équipements utilisés dans des grandes entreprises. Parce que Cisco a un grand marché sur le plan mondial. Alors, imaginez-vous, prenons par exemple la banque centrale, notre banque centrale qui devait se mettre à jour, qui devait mettre à jour ses routeurs. Alors, il a subi une attaque. Alors, quelles sont les données qui seront partagées par rapport aux hackers? Alors, ils ont surveillé les communications réseau. Cette attaque a permis à ce que les hackers surveillent les communications réseau. Parce que les appareils réseau, c'est eux qui prennent nos informations, qui les envoient vers d'autres réseaux. Donc, mon téléphone génère une information, que ce soit un WhatsApp, un message, tout ça, il génère une information. Alors, cette information est passée par un appareil routeur, un commutateur. Alors, les hackers, maintenant, ils ont attaqué ces commutateurs-là et ils ont eu la surveillance de votre communication. Alors, ils ont infecté d'autres appareils réseau aussi parce que le routeur était infecté. Alors, à partir des routeurs, ils ont aussi infecté d'autres appareils. Alors, ça, c'était un exemple qu'on a donné par rapport à la vulnérabilité au niveau du logiciel de Cisco. À partir de ce moment-là, maintenant, Cisco a créé le projet qu'on appelle le projet zéro. Google aussi a dansé. C'est Google qui était l'initiative. Ils ont lancé le projet zéro. Le projet zéro sert à quoi? On dit Google a créé une équipe permanente dédiée à la recherche des vulnérabilités logicielles. Donc, lorsque ces géants, ils ont remarqué qu'ils sont aussi vulnérables par rapport aux hackers, ils ont créé maintenant une équipe des hackers chapeau blanc. À chaque fois que Google lance une mise à jour, il lance une application d'un service Google. Cette application a été d'abord attaquée par un groupe de personnes permanentes qu'on appelle les chapeaux blancs. Les chapeaux blancs, c'est Google qui les a autorisés. Attaque-nous. Si vous avez retrouvé un problème par rapport à ces logiciels ici, venez nous les donner. Comme ça, on va trouver les corrections, les correctifs pour cette application. C'est comme ça, à partir de tout ça, de toutes ces réalités-là, que beaucoup d'entreprises, il n'y a pas seulement Google qui applique, il y a Cisco, il y a Microsoft, il y a même côté chinois, il y a Huawei, beaucoup d'entreprises à chaque fois. Il y a d'autres qui partent même trouver les étudiants d'université et vous trouvent, et vous disent, vous pouvez nous attaquer. Si vous découvrez ces problèmes ici, vous aurez ça, on va vous payer pas. Donc, c'est vraiment un mécanisme, quelque chose qui a été vraiment conçu. Alors, parlons maintenant de la vulnérabilité côté matériel. Alors, la vulnérabilité côté matériel, ça peut être le défaut de conception matérielle. L'appareil, prenons par exemple l'ordinateur. L'ordinateur, c'est un système qui doit traiter les informations. Alors, dans le traitement des informations, nous voyons comme les processeurs. Le processeur, c'est comme le cerveau de l'ordinateur. Alors, ces processeurs-là doivent être alimentés par un courant. Tous ces composés électroniques doivent être alimentés par un courant. Maintenant, imaginez-vous,
Si le processeur demande par exemple des volts, parce que le courant est mesuré par l'intensité, les unités de courant, nous avons la tension qu'on appelle les volts. Je ne sais pas, peut-être quelques-uns auront déjà idée sur le voltage que je parle. Maintenant, si le processeur a besoin de dévolts, maintenant, les blocs d'alimentation ou un composant qui doit fournir au processeur le dévolt en question, il n'arrive pas à lui donner dévolt, il lui donne 1,5 volts. Donc, à ce moment-là, le processeur n'est pas bien alimenté, mais il sera obligé de traiter des informations par rapport à un niveau où il doit être alimenté en dévolt. Donc, je donne un exemple, hein. Quelqu'un qui ne mange pas bien, mais on le force de faire les travaux, donc on le force de faire des travaux de quelqu'un qui mange bien. Quelle fatigue, quelle difficulté qu'il aura pour accomplir ces travaux-là. Alors, suite ça peut aussi être des faiblesses, des degrés de faiblesse au niveau matériel. Nous avons comme les ransomware, on dit c'est un exploit. Maintenant, ça, c'est le nom d'une application, un exploit que je vous ai parlé. C'est un exploit des mémoires RAM qui permet de récupérer des données à partir des cellules de mémoire d'une adresse à proximité. Dans l'ordinateur, nous n'avons pas seulement le processeur qui traite, parce que le processeur doit calculer les informations. Mais les calculs qu'il fera, il doit faire ça selon quelle instruction, selon quelle formule. Alors, ces formules qu'il va trouver là, ces formules-là, c'est stocké dans une mémoire qu'on appelle la mémoire RAM, une mémoire vive. C'est la mémoire RAM qui stocke les instructions. Donc, tout ce que je suis en train de faire ici, quand je déplace mon QXA, je fais des calculs. Le processeur, il fait les calculs selon les instructions stockées dans la mémoire RAM. Alors, il y a eu maintenant cette application ici, pour ces programmes ici, les Rowhammer, il est allé récupérer les informations, les instructions au niveau de la mémoire RAM. Vous voyez un peu? Donc, une attaque, une vulnérabilité due au niveau des matériels. Les attaques aussi peuvent être dans le matériel et les attaques aussi peuvent être au niveau des softs. Alors, essayons un peu de classer maintenant les vulnérabilités de sécurité. Si on peut les classer, on trouve comme les débordements des tampons. Le tampon, c'est quoi? C'est comme une mémoire. On dit les données sont écrites au-delà des limites d'une mémoire tampon. Ça peut arriver dans la mémoire RAM. C'est un espace qui contient les instructions. Maintenant, la mémoire RAM peut réserver une mémoire cache. Donc, comme un espace de réserve. Par exemple, si je finis de calculer ici, je mets les instructions de ce côté ici. Quand le processeur entre chez moi me demander les instructions pour calculer, je lui donne déjà. Alors, ça peut arriver maintenant, la mémoire RAM est saturée. Il reçoit plein d'instructions, elle est saturée. Lorsque la mémoire est saturée, imaginez-vous, vous êtes humain, lorsque vous êtes saturé au niveau de la mémoire, ça arrive à un certain moment, vous n'arrivez plus à comprendre les questions, à comprendre les choses. Pourquoi? Parce que vous êtes saturé, il y a eu trop de choses, trop de demandes dans la tête. Alors, c'est pareil aussi dans l'ordinateur. Lorsque la mémoire RAM est saturée, en ce moment-là, maintenant, la machine peut être, il peut craquer, il est submergé, il ne saura plus bien réfléchir. Alors, quand il ne saura plus bien réfléchir, il est maintenant vulnérable par rapport aux attaques. Nous avons aussi des entrées non valides. Les entrées non valides sont de forcer le programme à se comporter d'une manière indésirable. Donc, cela veut dire quoi? Prenons par exemple, je viens installer une application qui doit traiter les photos. Cette application-là, le Photoshop, il a déjà la façon, il doit déjà des informations concernant la photo qui doivent être traitées. Quelles sont ces informations? La mesure de la photo doit être comme ça, doit avoir telle extension, doit avoir telle forme pour qu'il soit accepté, parce qu'il ne peut pas accepter toute n'importe quelle photo. Il faut que la photo respecte les instructions, donc il respecte le détail afin que l'application Photoshop arrive à traiter. Maintenant, lorsque vous démarrez l'application Photoshop, l'application maintenant va demander au système d'exploitation que je vais faire le traitement des données, réserve-moi peut-être une partie des mémoires où je dois travailler, je dois calculer. Alors, pendant que je vais calculer, je peux récupérer les photos, donc les informations qui peuvent aller de 2 à 50 kilos. Prenons par exemple, de 2 à 50 kilos. C'est la possibilité que l'application a. Maintenant, un hacker, qu'est-ce qu'il fait? Il modifie maintenant une photo. Au lieu que la photo respecte les principes que ce soit des 1 à 50, il donne une quantité plus élevée à une photo. Maintenant, la photo va au-delà des principes de l'application qu'il doit respecter. Maintenant, l'application sera en mesure de faire quoi? De s'adapter maintenant par rapport à la quantité que la photo lui a parlé. Ici, je ne parle pas de la quantité de la taille, parce qu'il y a la taille
il y a aussi la quantité d'informations au niveau de la mémoire qui doivent être appliquées. L'exemple que je donne, c'est juste pour que vous compreniez les entrées non valides. Maintenant, la photo va nous donner des informations avec une entrée qui n'est pas valide par rapport à l'application. L'application dit, moi, je peux traiter les photos qui ont des entrées de 1 à 50. Mais je me retrouve avec cette application, cette photo ici, qui a une entrée au-delà. Prenons par exemple 65. Maintenant, l'application va forcer, il va se forcer pour traiter cette photo-là. Alors, tout ça, ce sont des vulnérabilités aussi qu'on peut retrouver. On dit situation de concurrence. La situation de concurrence aussi, événement mal commandé ou mal planifié. Ça fait tout ça, ça fait partie des vulnérabilités. On dit des failles dans le mesure de sécurité. On peut avoir aussi des failles. Au lieu de bien configurer, vous avez mal fait quelque chose. Vous avez mal configuré, vous avez mal appliqué. On dit protéger les données sensibles grâce à l'authentification, à l'autorisation et au chiffrement. Maintenant, ça, c'est un conseil. Au lieu de protéger les données à l'authentification, parce que l'authentification, c'est rendre les données illisibles. Autorisation, c'est avoir donné les permissions aux personnes d'accéder ou bien de ne pas faire ça ou bien de faire ça. Alors, le chiffrement, c'est aussi, tout ça, ça fait partie de rendre toujours les données illisibles. Au lieu de faire ça, mais vous l'avez mal fait. L'authentification ne s'est pas bien faite. Alors, ces problèmes-là, ça peut vous rendre aussi vulnérable. Et puis, nous avons aussi le problème au niveau des contrôles d'accès. Vous n'arrivez pas à sécuriser vos appareils. On dit le contrôle d'accès à l'équipement physique et aux ressources tels que les appareils réseau, les routeurs, les commutateurs, ne doivent pas être accessibles à tout le monde. Ne doivent pas être, vous êtes dans une salle, dans une entreprise, tout le monde peut voir, peut accéder dans votre salle des serveurs. Non, non, vous devez bien protéger ces appareils-là. Vous devez les mettre dans une salle où si quelqu'un veut accéder, il faut qu'il y ait une autorisation. Parce que je vous ai dit ici, la sécurité, la protection commence à partir des hardware, à partir des matériels. Maintenant, si par exemple, moi j'ai accédé, je suis une personne malveillante, j'ai accédé dans votre système, dans votre salle informatique, je vois le routeur qui est là. Or, le routeur doit être alimenté de 220 volts. Maintenant, moi, je lui donne une tension de 240. Le routeur sera endommagé. Alors, ces appareils-là, comme c'est tellement pressé pour l'entreprise, vous devez les mettre dans une salle qu'on appelle le local technique, la salle des serveurs. Alors, cette salle-là doit être protégée par des vidéocaméras, par une sécurité, par les jetons d'accès, les cartes d'accès aussi. Et puis, il y a la pratique des sécurités aussi. Alors, tout ça, c'était la classification de vulnérabilité de la sécurité. Nous allons maintenant parler du type de malware. Les malwares, c'est quoi? C'est des mots, on parle de malicious software, donc logiciel malveillant. Un logiciel, quelque chose, un programme qui a été conçu pour nuire à votre système. On dit les malwares permettent de voler les données, de contourner les programmes, les contrôles d'accès, de causer des dégâts ou de compromettre votre système informatique. Vous voyez les bits de ces malwares? Donc, un logiciel malveillant, on a conçu un logiciel, mais pas ce logiciel-là pour répondre à vos besoins. Non, il n'est pas là pour répondre à vos besoins. C'est juste pour voler vos données. Il peut voler vos données. Il peut contourner le contrôle d'accès. Donc, au lieu qu'il te donne cet accès ici, lui, il prend cet accès, il donne à une autre personne. Peut-être à la personne qui l'a fabriqué, qui l'a conçu. Après, il peut causer des dégâts, il peut supprimer vos données. C'est comme ce que nous connaissons comme des virus. Mais on va voir ça tout à l'heure, le virus et puis les autres. On va voir ça. Donc, c'est ça ce qu'on appelle le malware. C'est un logiciel, un programme conçu pour voler, contourner les accès, causer des dégâts, puis compromettre un système. Alors, nous allons parler des types de malware. Nous avons comme les spyware. Les spyware, c'est un programme aussi qui a été conçu pour quel but? C'est pour suivre et espionner un utilisateur. Vous partez souvent sur Internet, mais à un certain moment, vous remarquez, il y a une application qui reconnaît, qui a une trace. Donc, quelqu'un, il reconnaît votre itinéraire. Il sait que vous avez fait ça, vous avez fait ça, vous avez fait ça. C'est dit à quoi? C'est dit aux applications d'espionnage. Une application que vous avez peut-être installée par mégarde, mais vous ne savez pas que c'est un malware. L'application, il fait toujours un suivi, un suivi, un suivi. Il vous espionne tout ce que vous êtes en train de faire. Ça fait partie des logiciels malveillants. Nous avons des logiciels publicitaires. Le logiciel publicitaire, nous le voyons partout. Tous ces temps ici, c'est vraiment intensifié. Où à chaque fois que vous êtes sur Internet, il y a juste un petit menu, un petit tableau qui s'affiche quelque part, ou quelqu'un qui vous demande, voulez-vous causer avec moi? Il y a beaucoup de publicités qui s'affichent.
Alors, ce sont des logiciels malveillants. Maintenant, si vous commettez l'erreur, vous cliquez à ce logiciel-là, il va te ramener à un lien peut-être inconnu, tu ne connais pas. Or, l'effet de te ramener à un lien-là, tu lui donnes la possibilité de s'installer parce que tu as exercé une action. Lui, il s'est présenté comme quelque chose, il te dit, ce sont des logiciels publicitaires qu'on utilise. Vous partez sur Internet, vous remarquez quelque chose qui s'affiche là, qui lance sa publicité. Je ne parle pas de la publicité qui est dans le site, mais quelque chose qui sort, qui vous dit, pendant, par exemple, ceux qui envoient ces derniers ici, je suis sur Internet, vous voyez une petite page, quelqu'un qui dit, tu veux causer avec moi, je suis un tel, tu cherches ça. Vous voyez un peu, c'est tout ça, ce sont des logiciels publicitaires. Maintenant, quand moi, je ne suis pas curieux, moi, maintenant, si je ne sais pas, je vais cliquer à ça. Or, l'application va installer ses codes dans mon ordinateur. Alors, il va faire ce qu'il veut. Le suivi, il va faire beaucoup de choses. On dit habituellement accompagné des spyware. Pourquoi? Parce que ce sont des logiciels publicitaires. On te présente, par exemple, regardez ça si tu achètes ça, quelque chose. Or, toi, tu es dans un site où tu dois travailler, mais tu remarques qu'il y a tous ces panneaux qui s'affichent. Nous avons aussi les robots qui effectuent automatiquement une action. Donc, ce sont des logiciels. Quand même quand je vous avais parlé des automates avec les stick text, les stick next, l'application, le malware qu'on avait conçu pour l'enrichissement d'uranium au niveau de l'Iran. Donc, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ce sont des applications qui ont été, des logiciels malveillants qui ont été conçus pour exercer une action programmée. Donc, lorsque vous avez cette application-là, vous avez ces logiciels, ces codes-là, à un certain moment, le code va exécuter maintenant des actions. Alors, ces actions-là ne sont pas actions exécutées par l'utilisateur, non, mais ce sont des actions automatisées. Alors, on peut retrouver de, de, ces genres de malware. Nous avons aussi les ransomware. Les ransomware, ici, on voit la rançon. Donc, rançon, on veut exiger quelque chose, l'argent. On dit la ransomware, ça fait quoi? C'est tenir en otage un système informatique ou les données qu'il contient jusqu'à ce qu'un paiement soit effectué. Vous êtes en train de travailler dans votre système dans l'entreprise, vous avez commis une erreur, directement, vous remarquez quoi? Et vos données ont été bloquées. Vos données ont été chiffrées, vous n'arrivez plus à accéder à vos données. Et puis vous remarquez, vous regardez à côté, il y a un message qu'on vous envoie. Si vous voulez accéder à vos données, il faut envoyer autant d'argent, les bitcoins dans ces numéros ici. Alors tout ça, ça fait partie, ces genres d'attaques maintenant, ça fait partie des ransomware où on vous a bloqué, mais on exige maintenant le paiement quelque chose. Alors ça peut se faire via, bon, ça ne se fait pas via Western, non, c'est toujours avec les bitcoins, l'argent virtuel, ça se fait toujours via ces monnaies virtuelles. Nous avons aussi les skyware. Les skyware, c'est convaincre l'utilisateur d'effectuer une action donnée en jouant sur la perte. Vous menacez quelqu'un. Bon, il y a pas la menace physique, ça peut aussi être la menace physique, mais ici nous sommes dans le numérique. Vous êtes en train de travailler directement, vous verrez un message où on vous dit votre système sera bloqué dans quelques minutes. Vous devez cliquer ici, vous devez cliquer ici. On vous lance la perte, on vous oblige à faire quelque chose pour qu'ils bénéficient de ça. Or, cette paire-là, ce n'est rien, c'est juste la menace qu'il vous fait. Parce que l'acteur, il veut juste que vous exercez une action pour que ces données arrivent chez vous. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il vous lance une menace. Il vous dit non, votre système va craquer, votre mémoire et s'attirer un message qui n'a rien à voir à votre ordinateur. Il vous lance ça. Maintenant, vous, comme vous ne connaissez pas votre ordinateur, vous aurez maintenant du mal, vous allez croire à ces messages-là et puis vous allez cliquer. Du coup, vous êtes attaqué. Voilà pourquoi dans la sécurité, on conseille, vous devez connaître vos équipements. Même moi, quand j'utilise mon téléphone, tu utilises ta tablette, tu dois connaître les services utilisés dans ta tablette. Quand tu remarques qu'il y a une application que tu n'as pas installée, il faut te poser des questions. Mais cette application, je ne connais pas, ça vient d'où? Je ne peux pas avoir une application que je n'utilise pas. Il faut que j'ai des choses que j'utilise. Parce que la chose que je n'utilise pas, ça peut aussi être une vulnérabilité, une faiblesse au niveau. Parce que j'ai quelque chose que je n'utilise pas. Donc, du coup, je ne contrôle pas cette chose-là. Je n'ai pas le contrôle à ça. Je n'ai pas accès à ça. Mais je l'ai mis ça. Je l'ai mis dans mon ordinateur. Mais pourquoi? Pour quel but? L'hacker peut se servir de cette application pour m'attaquer. C'est comme si vous ouvrez une porte à la maison que vous n'utilisez même pas. Vous ne savez même pas comment est la porte, mais vous avez laissé un espace de la porte. Et quand le voleur va entrer, est-ce que sauriez-vous que le voleur est entré? Non, pourquoi? Parce que vous ne veillez pas cette porte, vous n'utilisez même pas la porte. Voilà pourquoi on conseille en tant que technicien, en tant qu'utilisateur, même au plus bas niveau, vous devez avoir le contrôle de vos appareils. Nous avons aussi les autres types d'attaques qu'on appelle les rootkits. Les rootkits, ça permet pas, quand on parle de root, on voit la racine. Ça modifie le système d'exploitation pour créer une porte dérobée.
Dans un système d'exploitation, pour travailler, on a besoin des comptes. Alors, il y a des comptes comme administrateur, des comptes standards. Maintenant, moi, je dois accéder comme administrateur parce que c'est mon ordinateur. Mais on arrive à un certain moment, ces genres d'attaques, maintenant, ils volent ton compte, donc ton accès, tes privilèges, parce que l'administrateur, c'est celui qui a le privilège total. Il vole ton accès, tes privilèges, il crée ça à une autre personne, sans pourtant que tu sois au courant. Alors, tu vas remarquer, une personne accède dans ton ordinateur avec un compte avec un compte administrateur. Or, l'administrateur, il peut tout. Il peut modifier, il peut supprimer, il peut faire tant de choses parce qu'il a le privilège total au niveau plus élevé. Alors, ce type d'attaque ici qui vole des portes dérobées, on appelle des portes dérobées, c'est le rootkit. Nous avons aussi ce que nous connaissons tous, le virus. Le virus ici, c'est un code malveillant. On dit le virus, c'est un code exécutable malveillant qui est joint à d'autres fichiers exécutables. Maintenant, le virus, c'est quoi? Le virus, c'est un code malveillant. Maintenant, le virus ne vient pas travailler en lui seul. Le virus, il se cache toujours derrière d'autres codes, des codes légitimes, comme un fichier, une photo, une application. Maintenant, le virus va se cacher derrière lui. Tant que vous ne touchez pas à ces fichiers-là, le virus ne va rien faire. Il nécessite l'action de l'utilisateur de cliquer à ces fichiers-là. À ce moment-là, le virus ça, va, 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 va se lancer maintenant pour faire ce à quoi il a été conçu. Donc, je peux donner un exemple. Si j'ai un flash disk qui a un virus, je le branche dans mon ordinateur peut ou pas être affecté. Mon ordinateur ne sera pas affecté tant que je ne touche pas au fichier qui est dans le flash disk où le virus se cache. Je peux le brancher. Mon ordinateur peut avoir un virus aussi. Il est dans le réseau. Il n'y aura rien tant que je ne touche pas à ces fichiers où le virus se cache. Parce que le virus se cache derrière un autre fichier. Maintenant, quand vous allez cliquer, si c'est par exemple un audio, un fichier musique, vous cliquez à ce fichier-là musique, alors le virus qui est derrière lui, il se lance maintenant. Maintenant, à la différence des vers, parce que le vers, il est aussi comme virus. Mais le vers, lui, il se propage déjà automatiquement sans pourtant que vous utilisez au fichier. Lui ne se cache pas. On dit le vers se réplique pour exploiter de façon indépendante les vulnérabilités des réseaux. Le vers, il est comme virus. Mais lui, il n'a pas besoin que vous cliquez au fichier. Il n'a même pas besoin de se cacher. Lui, quand il est là, lorsque vous prenez par exemple un flash disk qui a un verre, vous le branchez dans votre ordinateur, du coup, votre ordinateur sera contaminé. Et quand votre ordinateur il est dans le réseau, du coup, tous les PC qui sont dans les réseaux, s'ils ne sont pas protégés, ils seront contaminés. C'est ça ce qu'on appelle les virus, et les vers, pardon. Donc, le verre, il peut se déplacer à lui seul. Mais tandis que le virus ne se déplace pas. D'ailleurs, avec le Covid, on disait quoi? On disait le virus ne se déplace pas, mais c'est l'homme qui fait déplacer le virus. Donc, c'est l'homme qui propage les virus. Vous voyez? Vous pouvez être atteint du virus, mais si quelqu'un ne vient pas, ne s'approche pas de vous, du coup, on ne sera pas contaminé. Nous avons aussi le logiciel malveillant qu'on appelle le cheval des Troies. Le cheval des Troies, si vous connaissez l'histoire entre les Grecs et les Troyens, alors, c'est ce qu'on appelle comme un, bon, moi je dis souvent, c'est comme un loup déguisé en agneau. On dit le cheval des Troies, ça peut être une application, un logiciel quelque part. Vous regardez sur Internet, vous voyez ces logiciels, c'est vraiment légitime. Ils vous donnent l'apparence de quelque chose qui est légitime. Vous installez ces logiciels-là. Souvent, ils viennent gratuitement. Vous l'installez, vous remarquez que le logiciel, il fonctionne calmement. Un jour, 2 jours, 3 jours. Mais le logiciel va se rébeller au temps où il a été prévu, il a été programmé. À un certain moment, vous allez remarquer le logiciel là, il va se rébeller contre vous. Alors, ce sont ce qu'on appelle les logiciels des chevals de Troie. Je peux vous conseiller, allez lire, voir l'histoire des Grecs et des Troyens. Comment, je crois, c'était les Troyens, je crois, ils avaient conçu un cheval qui il donnait l'apparence de quelque chose qui était bon. Allez voir, allez lire cette histoire-là. C'est vraiment dans l'historique des combats entre les Grecs et les Troyens. Donc, donc, comme ça, c'est à partir de là que l'idée du cheval de Troie a été conçue où vous voyez une application, un logiciel qui apparaît être légitime, mais lorsque vous allez installer l'application, il va fonctionner calmement, il va fonctionner calmement. Mais au moment où il a été prévu que le logiciel doit se révolter contre vous, vous allez remarquer à un certain moment, le logiciel, il va maintenant se révolter contre vous. Qu'est-ce qu'il aura gagné? Peut-être il aura gagné déjà le comportement de votre réseau, de votre système, voler vos mots de passe. Parce que vous avez installé un logiciel, un cheval des voix, un loup qui s'est déguisé en agneau. Il vous a espionné, il vous a fait tant de choses. Tu lui fais confiance.
À un certain moment, tu vois quelqu'un maintenant se rebelle contre toi. Nous avons aussi homme du milieu. L'homme du milieu, c'est quelqu'un qui prend le contrôle d'un appareil à l'insu d'un utilisateur. Prenons par exemple, nous avons des réseaux Wi-Fi que le gouvernement nous a donnés. C'est un Wi-Fi gratuit. Vous partez dans un restaurant, vous voyez un Wi-Fi gratuit. Alors, je conseille aussi, soyez prudent au Wi-Fi gratuit. Vous voyez l'Internet gratuit, vous soyez prudent. Je peux venir avec mon Flybox, je mets l'Internet gratuit, accès à tout le monde. Je peux le mettre dans un restaurant. Maintenant, toi, quand tu vas remarquer, il y a un réseau Wi-Fi Internet ici gratuit. Tiers 7, tu vois que c'est l'Internet, il te donne l'Internet. Tu commets l'erreur d'accéder peut-être dans tes comptes bancaires, d'accéder dans beaucoup de choses. Or, moi qui suis là, je peux avoir la possibilité de capturer les informations les informations qui circulent dans ces points d'accès, dans ces modems. Alors, en capturant ça, je peux aussi me mettre au milieu entre toi et le site web que tu communiques. Si par exemple tu lances une requête, je vois la requête que tu lances et puis je peux retransmettre ça au site web, bien je peux bloquer. Et lorsque le site web te répond, je peux modifier la réponse du site web. Je te donne, toi tu croiras que c'est le site web qui te donne. Là, maintenant, ce type d'attaque, on appelle l'homme des milliers. Voilà, la photo ici qu'on représente ici, ce qui est en rouge, c'était l'attaque qui était, c'était en 2019, je crois, 2018 ou bien 17, 17 ou bien 19, où il y a eu un virus qu'on appelle le code read qui a affecté le monde entier pendant 19 heures. Pardon, ce n'était pas un virus, c'était un ver qui s'est propagé. Si je rentre à la photo avant, vous allez remarquer ici, lorsque le ver, pardon, a commencé. Après 19 heures après, c'était presque le monde entier qui a subi cette attaque. Le ver s'est propagé automatiquement. Il y a eu des millions, des milliers de millions de comptes des ordinateurs, des personnes qui ont été victimisées. Maintenant, si par exemple je suis atteint, quels sont les symptômes que je peux voir? On peut remarquer les symptômes comme quoi on aura augmentation de l'utilisation du processeur. Le processeur va beaucoup calculer, donc il va augmenter. Vous remarquez que votre ordinateur, il arrive à planter, il est dans overclock, on appelle ça le overclock. Donc, il travaille au-delà de ses forces, au-delà de ses limites. Le processeur va au-delà parce que le processeur, je vous ai dit, c'est un cerveau de l'ordinateur. Alors, imaginez-vous le cerveau, vous réfléchissez beaucoup. Qu'est-ce que vous aurez? Ce sont des symptômes, vous aurez comme des fatigues, de lenteur, vous ne saurez plus bien travailler. Alors, vous allez remarquer votre ordinateur, il chauffe peut-être, il devient tellement lent. Alors, dites-vous qu'il y a un ne va pas dans cet ordinateur ici. Pourquoi? Parce qu'il y a une augmentation de l'utilisation du processeur. Le processeur doit traiter le code malveillant, il doit traiter aussi le code légitime. Nous avons aussi la diminution de la vitesse de l'ordinateur. C'est ça qui a créé donc l'ordinateur n'est plus rapide, les conséquences. L'ordinateur se fiche ou tombe souvent en panne. Il peut se redémarrer, il plante souvent, il plante. Ça fait partie des symptômes. Nous avons la diminution de la vitesse de navigation sur Internet. Au lieu d'être rapide sur Internet, vous naviguez, vous n'êtes plus rapide. Alors, ce sont des symptômes de tous ces malveillants qu'on a parlé ici. Le problème inexplicable avec les connexions réseau. Tu n'arrives pas à comprendre. Mais je suis connecté, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il y a un problème que tu ne comprends pas, donc tu perds le contrôle. Parce que je vous ai dit, dans la sécurité, lorsque vous perdez le contrôle, c'est tout. Vous êtes déjà atteint. Le but, c'est il faut contrôler l'appareil. Il faut savoir telle chose est à tel niveau, telle chose doit être là, doit être là. Là, j'ai le contrôle de la chose. Des fichiers sont modifiés. En l'issue d'utilisateur, Anthony, si tu remarques que les fichiers, à tout moment, c'est modifié, il y a des changements. Or, l'ordinateur n'est pas là de travailler lui seul. Il doit écouter tout ce que moi je dois faire. C'est moi qui dois commander l'ordinateur. Ce n'est pas l'ordinateur qui doit me proposer ou bien doit me commander. Des fichiers supprimés, présence des fichiers, des programmes ou des icônes des bureaux inconnus. L'exemple, c'est que j'avais dit. Tu remarques qu'il y a des applications que tu ne connais pas. Des icônes dans l'ordinateur, des choses que tu n'as jamais installées. Des processus inconnus sont exécutés. Toutes ces applications-là, en réalité, dans le système, on les appelle des processus. Ce sont des processus qu'on a lancés. Alors, tu vas remarquer, il y a des processus dans le résultat que tu ne connais même pas. Mais ces processus, si je ne connais pas, mais comment il s'est exécuté dans mon ordinateur? Les programmes s'éteignent ou se reconfigurent. Il y a donc perturbation, envoi de mails en laissé des utilisateurs ou sans consentement. Il y a quelqu'un qui t'appelle, mais tu m'as envoyé tel mail, tu m'as envoyé tel mail. Et pourtant, tu n'es même pas propriété de ça. Tu n'es même pas conscient que tu l'as fait ça. Bon, par conscient, mais tu ne sais même pas que bon, c'est pas toi qui as fait ça, mais il y a quelqu'un qui te dit que tu lui as envoyé les mails. Or, c'est le système, l'attaque qui a poussé que tu envoies des mails à d'autres personnes. Alors ça, ce sont des symptômes de malmain qu'on retrouve. Alors, nous avons aussi ce qu'on appelle l'ingénierie sociale. L'ingénierie sociale,
On a l'ingénierie sociale, on dit manipuler un individu pour le pousser à effectuer des actions ou de divulguer des informations confidentielles. Je vais parler ici, on peut escroquer quelqu'un, on peut donc, tu manipules quelqu'un. Quelqu'un est dépendante, la personne est dépendante de toi. Tu peux gagner peut-être sa confiance, tu peux rendre la personne esclave de toi dans l'ingénierie sociale et dans plusieurs niveaux. On a aussi dans l'ingénierie sociale, nous avons les usurpations. Un hacker appelle un individu et lui ment pour essayer d'accéder à des données privilégiées. Donc, un hacker, ce sont des voleurs, ces gens-là. Ce sont vraiment des gens, ils ont du temps, ils ont vraiment des compétences, ils ont vraiment du talent. Alors, ils savent ce qu'ils font. Ils peuvent commencer à te mentir, à t'escroquer par rapport à ça. Le but, c'est de quoi? De te pousser à exécuter une action qui sera à sa faveur. Nous avons aussi l'étalonnage. On dit un hacker suit de près une personne autorisée dans un endroit sécurisé. Je vous ai dit ici, les routeurs doivent être dans une salle locale technique. Maintenant, cette salle-là doit être sécurisée. Si par exemple, moi, j'ai l'accès, j'ai ma carte d'accès, j'accède, alors un hacker peut me suivre par derrière. Alors, si je ne suis pas prudent, c'est ce que nous voyons dans nos maisons. Tu entres dans la maison, tu ne sais pas que vous êtes à deux, vous êtes entrés. Mais toi, tu vas croire que si tu es seul. Pourquoi? Parce que je n'étais pas, j'ai pas été prudente ou bien vigilant quelque part. Donc, ça peut aussi arriver en accédant, l'hacker te suit de près derrière. Alors, ce type d'attaque, ce type d'espionnage, on l'appelle des talonnages. Nous avons aussi une chose pour une autre chose en contrepartie. Un hacker peut demander des informations personnelles d'une partie en échange de quelque chose. On peut vous proposer, je peux vous proposer par exemple de l'argent. Avant, je te donne ça, toi, tu me donnes ça. Avant que moi, je te divulgue telle information, toi, tu peux me divulguer telles informations. Bien quelqu'un qui vient te ment. Oh non, j'avais vu par exemple votre femme, j'avais vu ta sœur, elle était quelque part, regarde ça. Maintenant, toi, tu as besoin de plus d'informations sur elle. Je te dis non, avant que je te livre ça, tu dois me livrer ça. Dis-moi qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Alors, ignorant que tu es, tu lui divulgues des informations secrètes que tu ne connais même pas la valeur de ces informations-là. Et puis, lui, il te ment. Alors, il prend toutes ces informations-là, il va l'utiliser contre votre entreprise. Alors, il faut vraiment être prudent. Nous avons aussi les décryptages de mots de passe. Parlons maintenant de méthode. Nous sommes toujours dans la méthode d'infiltration. Les décryptages des mots de passe, on dit décryptage pardon, des mots de passe, découverte des mots de passe. On peut utiliser aussi l'ingénierie parce que quand on parle de Wi-Fi, c'est un réseau sans fil. Les réseaux sans fil qu'on utilise, tout le monde connaît déjà le Wi-Fi. C'est un réseau sans fil que nous utilisons pour nous connecter dans des réseaux locaux, sur Internet aussi. Alors, ces réseaux sont protégés par des mots de passe. Alors, un hacker peut se servir de l'ingénierie sociale aussi. On est l'hacker manipule une personne qui connaît le mot de passe pour qu'il le lui donne. Donc, moi, je suis par exemple un hacker. Je vais chez un ami lui demander le mot de passe, il ne veut pas. Maintenant, je vais chez sa fille ou bien chez sa petite sœur, je le compte, je le manipule pour qu'il me divulgue le mot de passe. Quand j'aurai déjà le mot de passe, donc c'est que j'aurai la possibilité d'accéder dans ces réseaux. Or, quand je serai déjà dans le réseau, donc je suis déjà connecté avec tous les appareils qui sont dans les réseaux. On parle aussi des attaques brutales. Les hackers tentent plusieurs mots de passe possibles pour tenter de deviner le bon. Ici, il ne va pas deviner avec la tête. Il y a des applications, il y a même ce qu'on appelle le dictionnaire de mots de passe. Toi, tu as conçu ton Wi-Fi, tu as mis le mot de passe. Il y a un hacker qui veut accéder dans ton Wi-Fi. Il voit le nom du Wi-Fi, mais il ne connaît pas le mot de passe. Il va lancer une attaque avec un dictionnaire de mots de passe. Alors, ce dictionnaire-là, il peut lancer, par exemple, 1000 mots de passe par seconde. Alors, quand il va tomber dans le bon mot de passe, il accède. Voilà pourquoi on conseille le mot de passe que vous devez appliquer ne doivent pas être les noms les noms des noms de la famille, les noms faciles à deviner. Ça doit être prudent. Vous devez être prudent sur ces points-là. Nous avons aussi les reniflements des réseaux. Les reniflements des réseaux ici, c'est quoi? C'est l'exemple que je vous ai parlé quand j'ai parlé de l'homme des milliers. Je peux avoir une application, des outils qui permettent de capturer les paquets. Les paquets, ce sont les informations transitées dans le réseau. Alors, cette application-là, il peut savoir, quand il capture, il peut savoir dans telle information, il y a ça, il y a ça, il y a tel mot de passe, il y a tel nom d'utilisateur. On dit un renifleur des réseaux, en étant attentif et en capturant le paquet envoyé sur le réseau, un hacker peut découvrir votre mot de passe. Après ces cours ici, sûr, peut-être on aura le temps. Il y aura d'autres cours, le cours, toujours la cybersécurité peut évoluer. Là, c'est vraiment les techniques, il faut appliquer les codes. On va essayer de découvrir quelques mots de passe. On va essayer d'appliquer. Bon, là, c'est vraiment
des codes vraiment parce que la cybersécurité ne se limite pas seulement ici. Ici, c'est sur l'introduction. On parle de la conscience, on doit connaître ça. Et puis, il y a un niveau un peu aussi élevé. Nous avons le phishing. Le phishing, je vous ai parlé des hameçonnages. Une personne malveillante envoie peut-être un mail frauduleux, mais qui a l'air de provenir d'une source légitime qui donne confiance. Je vous donne l'apparence. C'est comme on voit ici la chose ici où on veut récupérer quelque chose. Donc, je vous donne l'apparence d'un mail. Je vous envoie un mail qui provient peut-être de votre université, de votre église, de votre, je ne sais pas, n'importe là où vous travaillez. Mais en réalité, ce n'est pas l'entreprise qui vous a envoyé ces mails-là. C'est moi, la personne malveillante, je vous ai envoyé ces mails-là. Et puis, je vous demande de cliquer ceci. Ces hameçonnages-là, c'est partout. Ce n'est pas seulement dans le numérique. On le voit surtout avec le numéro Vodacom où il y a quelqu'un qui vous appelle et vous dit je suis ton grand-père, je suis ton oncle dans tel service, tu vas bien? Nous avons telle chose ici, mais nous avons besoin d'argent. En fait, je reçois ça à tout moment. Il y a quelqu'un qui vous appelle, il s'est fait passer d'une personne de la famille et puis il vous demande, il vous pose d'abord la question comment va votre oncle? Comment va maman? Oh, c'est bon. Il attire votre attention. Après, il vous dit non, j'ai acheté quelque chose ici, mais le montant, il fallait envoyer à maman, mais le montant, j'ai un problème de transport ici. Est-ce que tu pourras m'envoyer autant pour que. Ou bien il peut te escroquer aussi. Il y a une offre de service, une offre d'emploi où on a besoin de ci, tu dois payer ceci. C'est toujours les phishing, c'est l'hameçonnage. Maintenant, l'objectif est de piéger les destinataires pour l'inciter à installer un malware. Maintenant, ici, c'est le but, c'est quoi? Ici, dans le numérique, le but c'est de cliquer en ces mails-là. Peut-être dans le mail, il va mettre une pièce jointe. Vous allez cliquer à ça pour installer son malware, son logiciel malveillant. On vous envoie un logiciel, on vous envoie un message WhatsApp, on vous demande de cliquer ici. Vous regardez, vous ne savez même pas à quoi le but, l'intérêt pour ces messages, vous cliquez. Or, c'est l'hameçonnage, on vous a les phishing, on vous a demandé à ça pour que vous installez une application illégitime dans votre système. Au Canada, Recruit, la Banque mondiale lance des offres pour autant de millions. Bon, vous avez vu le message est bon, on vous demande de cliquer, vous cliquez, vous ne savez même pas. Peut-être c'est pour que l'application de la personne malveillante s'installe. Nous avons les hameçonnages ciblés, pardon. On dit une attaque de phishing très ciblée. Donc, c'est quelque chose où on s'est préparé, on sait qu'on doit atteindre cette personne dans tel délai. Alors, rapidement maintenant, exploitation des vulnérabilités. Exploitation des vulnérabilités, nous avons analysé afin de découvrir une vulnérabilité. La première étape, c'est quoi? On doit faire la reconnaissance. C'est la première étape. Recueillir des informations sur les systèmes ciblés à l'aide des analyses de ports et de méthodes d'ingénierie. Donc, il y a des applications qui vont nous aider à découvrir d'abord le réseau. C'est comme un voleur. Un voleur, avant d'accéder dans une maison, il doit d'abord étudier la maison. Or, cette étape-là, c'est la première étape. On l'appelle la reconnaissance. Déjà, je dois savoir ces gens ici dans ma carrière, qu'est-ce qu'ils sont, quelle est leur faiblesse, quelles sont. Donc, j'ai recueilli des informations pour bien mener mon attaque. Et puis, la deuxième des choses, déterminer maintenant les informations recueillies maintenant. On va classifier ces informations-là. Je vais savoir ici, ah non, lui, il est comme ça, il est comme ça. Je classifie maintenant ces informations. Et puis, je vais chercher maintenant votre faiblesse, la vulnérabilité. Je vais chercher ça. Après avoir trouvé la vulnérabilité, je vais utiliser maintenant un exploit dans le programme qui cherche et un exploit connu ou en créer un nouveau. Donc, on peut utiliser déjà un exploit qui est là, dans un programme qui trouve les vulnérabilités qui est là, ou bien je peux créer un nouveau adapté par rapport à ce que j'ai vu chez vous. Menace persistance avancée. Une opération fictive et avancée compte à plusieurs étapes à long terme contre une cible spécifique. Ce n'est pas seulement les 4 étapes que nous avons. Ça dépend par rapport aux attaques aussi. On peut avoir, par exemple, je vais attaquer tel, c'est lui qui veut voler, par exemple, dans une boutique et c'est lui qui veut voler à la banque centrale. Vous voyez, la banque centrale, ça va, bon, je ne conseille pas d'aller voler, mais c'est juste un exemple. À la banque centrale, on va remarquer les titres de ces vols sera vraiment approfondi que par rapport à une petite boutique. Donc, du coup, à la banque centrale, ça peut me prendre même une année, 2 ans. Ces gens-là sont vraiment patients. Reposant généralement sur un solide financement. Parce qu'attaquer la banque centrale, là où il y a la police, là où il y a aussi les, je ne sais pas, ANER, et puis, donc il faut avoir les finances, il faut savoir acheter les outils qu'il faut pour attaquer cette banque. Déploiement des malware personnalisés. On doit adapter des logiciels malveillants qui ne sera pas utilisé dans toutes les boutiques. On doit personnaliser le logiciel
adapté par rapport seulement à la banque centrale. Alors, nous allons parler d'un DOS. Les DOS aussi, ça fait partie des attaques. Les DOS, c'est quoi? Les DOS, on parle de déni des services. Son rôle, c'est de quoi? On dit un volume de trafic trop important. Il est là pour interrompre des services ou bien une application réseau. C'est ce qui fait le DOS. Donc, prenons par exemple, nous sommes dans un réseau, nous dépendons tous d'un serveur. Le serveur, c'est un équipement, c'est un appareil qui répond aux requêtes, qui nous sert des services. Alors, nous tous, nous dépendons de ces services-là, de ces serveurs-là. Maintenant, les DOS va attaquer maintenant ces services-là, va attaquer ces serveurs. Le serveur sera submergé ou il ne sera plus, il sera interrompu ou ne sera plus à mesure de répondre à nos requêtes. Alors, lorsqu'on a cette interruption-là, cette attaque-là, ça fait partie des DOS, des dénis de services. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut envoyer un volume de trafic important parce que le serveur est là pour répondre à tout le monde. Alors, là, peut lui poser beaucoup de questions. Il pose, par exemple, il y a des commandes où, lorsque vous envoyez au serveur, il y a peut-être 8000 questions par seconde. Vous voyez, donc le serveur sera obligé de vous répondre. Alors, l'effet de vous répondre à tout le monde, à toi seul, tous ces trafics d'informations, alors le serveur sera craqué. On peut soit paquet formaté de manière malveillante. Je vous ai parlé, le paquet, ce sont des informations qui circulent dans le réseau. Maintenant, ces informations-là doivent être bien formatées, donc doivent avoir la bonne forme qui sera acceptable à la destination. Maintenant, si par exemple, moi un hacker, j'ai fait sortir une information, j'ai mal formaté cette information-là. Alors, le serveur va chercher à s'adapter. Comme l'exemple que je vous ai parlé ici de l'application des photos. Maintenant, là, c'est l'autre maintenant. Le serveur va chercher à s'adapter maintenant, accepter. Or, le fait de s'adapter, il va créer beaucoup de choses. Ça doit lui forcer à beaucoup de choses. Et on va arriver à un certain moment, le serveur sera craqué. Il est interrompu, il est bloqué. Alors, quand il est bloqué, à ce moment-là, tout le monde, même les personnes légitimes, ne sauront pas accéder au serveur. C'est ce qu'on appelle les DOS. C'est ça le rôle des DOS. Maintenant, nous avons aussi les DDoS. Les DDoS, c'est les dénis distribués. Donc, c'est les dénis des services distribués. Le DOS, c'est les dénis des services. Le DDoS, c'est les dénis des services distribués. Les DDoS, c'est similaire au DOS. Mais sauf que, avec les DOS, c'est moi qui ai attaqué le serveur. Mais les DDoS, ce n'est pas moi qui vais attaquer le serveur. Je vais sur Internet, je trouve d'autres PC. J'attaque d'abord le PC en question. Alors, après avoir attaqué les PC, je peux attaquer, prenons par exemple 50 PC. Maintenant, je programme ces 50 PC-là parce que ces 50 PC, ils sont maintenant comme mes zombies. Ils dépendent maintenant de moi. Je vais programmer maintenant ces 50 PC-là d'attaquer maintenant les serveurs. Alors, du coup, l'attaque provenant de plusieurs sources, de plusieurs chemins. Ce ne sera pas une seule personne, ça sera les 50 PC, je les ai programmés, et puis les 50 PC attaqueront maintenant le serveur. C'est vraiment plus, ce sont des attaques qu'on retrouve actuellement si vous partez sur Internet. C'est les DDoS qu'on retrouve vraiment actuellement sur Internet. C'est les DDoS, c'est médiatisé. Les DOS et les DDoS, c'est vraiment médiatisé. Alors, le PC que je vais, les PC que j'ai attaqués, ça sera comme des zombies. On les appelle des zombies, des bots. Ce sont des zombies. Ils vont créer un réseau de botnets, un réseau de zombies. On dit DDoS, attaque similaire au déni de service, mais provenant de multiples sources coordonnées. Botnet, c'est un réseau d'autres infectés, dont les autres que qui sont infectés. On les appelle des botnets. Maintenant, les zombies, ce sont le PC en question. Les botnets, c'est les réseaux que ces PC-là ont construits. Les PC que j'ai attaqués pour attaquer les serveurs. C'est leur réseau. Alors, les zombies, ce sont les PC. Les zombies sont contrôlés par des systèmes de gestionnaires. Et puis, les zombies continuent d'infecter d'autres hôtes, créant ainsi plus de zombies. Les zombies, là, ils vont peut-être pas seulement attaquer les serveurs, ils vont peut-être attaquer d'autres PC aussi pour créer encore d'autres zombies. Et puis d'autres PC là peuvent créer encore d'autres zombies. Alors, on va avoir une échelle de multiplication autant de zombies. Maintenant, ces zombies-là vont se préparer pour attaquer les serveurs. Donc, c'est comme ça les DDoS. Alors, empoisonnement CO ici, quand on parle d'empoisonnement CO ici, d'abord, nous devons comprendre les CO, c'est quoi? Les CO, c'est. Bon, désolé les amis, pardon, j'ai regardé les diapos que je suis resté avec. Les CO, c'est les mécanismes. Vous voyez, quand vous partez sur Internet, je vais sur Internet ici, je vais dans Google, je mets par exemple Cisco, je mets Cisco ici, et puis quand je clique Cisco, et puis directement, il y a les pages qui s'affichent concernant Cisco.
Il y a d'abord ça qui est en premier, ça. Le fait d'avoir toute cette possibilité-là, être classé dans un moteur de recherche, parce que Google, c'est un moteur de recherche. Si vous regardez, Google me dit, il y a combien de résultats? Je descends ici. Il y a vraiment beaucoup de résultats. Il me l'a même donné ici. Il dit environ 339 millions de résultats. Maintenant, le premier résultat, c'est celui-ci qui s'est mis en premier. Ça, c'est le deuxième. Ça, c'est le troisième. Ça, c'est le quatrième. Tous ces résultats-là contiennent maintenant Cisco dedans. Les mots Cisco en eux. Maintenant, l'empoisonnement, maintenant, c'est quoi? Souvent, nous, les utilisateurs, quand on va sur Internet, on cherche un mot. On ne va pas dans des pages suivantes. Par exemple, pour vérifier dans la page ici, je passe à la deuxième page, à la troisième page. On se limite seulement à la première page et puis souvent, on regarde souvent les premiers résultats qui s'affichent ici. Maintenant, un hacker peut venir lancer l'empoisonnement sur eux. Il peut lancer cet empoisonnement pour que lorsque vous partez chercher Cisco, les Cisco que l'artère des menaces a créé, ça s'affiche en premier dans un moteur de recherche. Maintenant, quand vous allez voir son Cisco, vous allez cliquer dans son Cisco. Or, ce n'est pas un Cisco légitime, mais c'est un Cisco que lui, il a conçu. Donc, j'ai créé un Cisco, je peux créer un site web, je mets le nom de Cisco dedans. Alors, j'empoisonne maintenant, bon, pas mon site web, mais je vais empoisonner le nom des domaines afin que dans le moteur de recherche, mon site web soit affiché parmi les premiers résultats. Parce on comprend les utilisateurs, lorsqu'ils cherchent, ils font des recherches, ils ne vont pas souvent dans les deuxièmes pages et c'est limite seulement dans la première page. C'est ce qu'on appelle l'empoisonnement par SEO. C'est augmenter le trafic vers les sites malveillants. On prend les sites malveillants, on le met en première place. Forcer l'avancée des sites malveillants au niveau des classements. Donc, c'est ça. Alors, nous allons parler du deuxième point et là, on va clôturer. Nous allons parler de la problématique de la cybersécurité. La problématique, c'est la cybersécurité. Nous pensons, c'est quoi une attaque mixte? On dit l'attaque mixte, c'est quoi? C'est juste le mélange de plusieurs attaques. On dit utilise plusieurs techniques pour compromettre une cible. On utilise plusieurs. J'utilise les DDoS, j'utilise le virus, les chevaux. Je mélange toutes ces attaques-là, tous ces malwares-là, je les mélange pour attaquer. C'est comme les criminels. On dit les criminels sont ils sont plus que même les Koulouna. Les criminels ne volent pas seulement. Ils peuvent tuer, ils ont des machettes, ils ont des armes. Donc, ils ont un niveau plus élevé. Un voleur peut voler, mais il aura peur de tuer quelqu'un. Mais un Koulouna, il peut arriver à tuer. Mais un criminel, il est encore plus. Vous voyez, les criminels, donc, ils vous lancent une attaque mixte. On dit utilise un mélange hybride de cheval, de trois, de verre, de spyware, d'enregistrement, de frags, et puis des spams, et puis des phishing. Exemple d'attaque mixte, nous avons le message indésirable, les spams, les messages que nous voyons dans nos boîtes mail. Tu vois un message dans spam dans ta boîte mail, et au lieu de veiller vraiment sur ces messages-là, mais toi, tu cliques dans spam, tu lis ces messages et puis tu cliques le message. Or, tu vas remarquer, il y a une attaque mixte qui a été lancée chez toi. Nous avons des messages instantanés ou des sites web légitimes pour diffuser des liens. Pardon. Messages instantanés dans nos WhatsApp, dans nos Facebook, on vous demande de cliquer ici, il y a beaucoup de choses. On dit attaque DDoS combinée avec des emails, des phishing. Donc, on mélange DDoS avec le phishing dans ces mails. C'est toujours l'attaque mixte. Alors, on donne l'exemple. Ça, ce sont des programmes utilisés beaucoup plus dans Linux. Linux, c'est un système d'exploitation. Avec le temps, ceux qui vont continuer, ils sauront c'est quoi Linux. Alors, nous avons comme les NIMDEMA, nous avons le code RID. Ce sont des vers, ce sont j'ai parlé de code RID, ce qui a infecté le monde. C'était en 2017 ou bien 2018 comme ça. Tout ça, ce sont des virus, des vers, des attaques. Ce sont des attaques, exemple des attaques mixtes. Parce qu'il ne fonctionne pas seulement dans le verre, il peut fonctionner dans les logiciels d'espionnage, il peut fonctionner dans les DDoS, il peut fonctionner dans beaucoup de choses. Alors, c'est quoi la réduction d'un impact lorsque vous avez été attaqué? C'est quoi la réduction? Vous devez réduire cet impact-là. Vous devez réduire. Alors, la première des choses, ce n'est pas d'abord à acheter les équipements. Non, non. Il faut communiquer les problèmes. Quand vous travaillez dans une entreprise et que vous remarquez qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, soyez souple, communiquez. Vous devez communiquer, signaler aux responsables, hein, il y a ça, il y a ça. Aujourd'hui, maintenant, on est pris dans la RDC, surtout à Nest. Quand on remarque qu'il y a quelqu'un qui n'a pas la forme des Congolais, on signale directement. D'ailleurs, nous, on va plus loin, on attaque directement. C'est comme ça qu'on avait attaqué, on avait arrêté des soldats rwandais. Vous voyez un peu, on a compris, c'est celui-ci, ce sont des infiltrés. On communique directement. Parce que si vous ne communiquez pas,
Ah, ces gens-là, on ne sait pas ce qu'ils sont venus, ils étaient venus faire ici. Bon, je ne demande pas d'attaquer les Rwandais, mais je donne juste l'exemple de ce qui s'est passé à l'Est. Et vous devez être sincère et responsable. Si l'erreur est dite par vous, soyez sincère. Soyez vraiment sincère. Dites je fais ça, et puis soyez responsable. Parce que si vous cachez vos erreurs, vous n'allez pas résoudre le problème. Soyez sincère. Et puis la troisième des choses, donnez les détails de tout ce qui s'est passé. Et puis vous devez comprendre maintenant, avec toute une équipe de gestion de la sécurité, vous allez comprendre c'est quoi l'origine de la brèche, c'est quoi la source. Parce que pour réparer quelque chose, il faut savoir c'est quoi la source, la cause de la chose. Et puis prendre des mesures pour éviter une autre brèche similaire à l'avenir. Après avoir réparé, faites maintenant, on appelle ça, ce sont des maintenances préventives, des sécurités préventives. Donc j'évite la maladie avant même qu'elle m'attaque. J'ai compris que non, il y a un corona qui sera là. Alors, je dois me vacciner déjà bien avant pour éviter que le corona m'attaque aussi comme m'avait attaqué l'autre fois. Donc, c'est comme ça, ce sont des mesures préventives. Assurer que tous les systèmes sont désinfectés. Vous devez vérifier réellement. Est-ce que tout a été désinfecté? Même nous, quand on sort de l'hôpital, on fait un examen général. Si tout est bon, j'ai été vraiment guéri. Et puis, éduquer les employés, les partenaires et les clients. Parce qu'il y a un problème, nous ne savons pas. Le problème au niveau un administrateur de la sécurité, c'est un problème au niveau des machines des utilisateurs. Parce qu'au niveau des utilisateurs, c'est un facteur humain. Je ne sais pas qui utilise tel ordinateur. Moi, je peux gérer le routeur, je peux sauvegarder, garder ça dans une salle sécurisée. Mais les ordinateurs, les téléphones sont à la merci de tout le monde. Alors, vous devez conscientiser vos employés. Informez-leur, vous devez modifier des mots de passe, éviter de ramasser un flash disk que tu viens brancher, éviter de ça, éviter de ça. Si ce sont vos partenaires, il faut les conscientiser. Si par exemple, tu as l'habitude de prendre ton téléphone, tu donnes à tout le monde, bon, tu dois les conscientiser aussi parce qu'il peut commettre quelque chose qui va peut-être te nuire. Si tu as l'habitude de laisser l'ordinateur aux enfants, il faut les informer. Quand vous voyez ça, évitez. Quand vous voyez ça, il faut m'en en parler. Ça va vous aider à vous protéger. Voilà, c'était ça le chapitre 2, les synthèses. Je vous ai parlé d'identifier des exemples de vulnérabilité. Je vous ai expliqué comment une vulnérabilité de sécurité peut exploiter votre système. On a découvert les types de logiciels malveillants. Donc, c'est ça le chapitre. Il nous reste 3 minutes. On va ajouter quelques minutes où je dois démarrer le micro pour tout le monde. Si vous avez des questions, vous allez poser.